Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble, l'actualité en Israël, celle que vous avez peut-être ratée, c'est maintenant. Maurice Ifergan, Lise Barenbaum, bonjour. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Costi, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous car tout de suite, on y va. Il menace le gouvernement d'un Baltimore israélien. 2000 juifs d'origine éthiopienne ont manifesté cette semaine à Jérusalem pour protester contre la violence policière qui sévit sur les juifs noirs. En avril dernier, une vidéo de policiers malmenant et frappant un soldat d'origine éthiopienne près de Tel Aviv avait fait le tour des médias israéliens. Pendant la manifestation, 3 policiers ont été blessés et 2 manifestants arrêtés. Un autre Israélien d'origine éthiopien a raconté que les inspecteurs chargés de l'immigration s'en sont pris à lui lors d'un contrôle d'identité parce qu'ils croyaient qu'il était clandestin. Aujourd'hui, plus de 120 000 juifs d'origine éthiopienne vivent en Israël. Plus de 51% de ces familles vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Alors que veulent-ils exactement aujourd'hui, Maurice Ifergan? Pour le moment, ce qu'ils veulent, c'est qu'on mette les 2 policiers qui ont agressé un juif éthiopien en uniforme, soient tout simplement traduits en justice et qu'ils aillent derrière les barreaux. Alors ça, c'est la première demande. La seconde demande, c'est de revoir toute la politique des autorités vis-à-vis des juifs originaires d'Éthiopie, c'est-à-dire la relation qu'ont les administrations face à cette population qui s'est intégrée en Israël. Alors ce qui est intéressant lorsqu'on est allé dans cette manifestation, c'est que la majorité sont des jeunes. Il n'y a pas la vieille génération, la première génération de ces juifs éthiopiens arrivés dans les années 80. Ceux-là n'ont même pas été intégrés. On a compté sur cette nouvelle génération pour une intégration et apparemment, c'est l'échec. Oui, mais enfin, on avait dit il y a quelques années quand même que ça y est, les Éthiopiens étaient bien intégrés en Israël. On est en train de dire le contraire maintenant? Écoutez, ils ont des difficultés un peu partout. À l'armée, c'est difficile. On sait qu'il y a 10% des juifs originaires d'Éthiopie qui sont intégrés à Tsahal, qui ne finissent pas leur service militaire, alors qu'il n'y a que 5% dans la population globale. Dans l'université, c'est pareil. Ils ont des difficultés à poursuivre des études pour des raisons économiques ou sociales. Ce n'est pas une société qui leur donne, disons, la porte grande ouverte. Et puis justement, cette semaine, une autre communauté a manifesté son mécontentement en Israël. Il s'agit des Arabes israéliens. Ils représentent près de 20% de la population israélienne et sont descendus dans la rue pour protester. La raison, le gouvernement de Binyamin Netanyahou souhaite démolir les maisons construites sans permis dans les localités arabes du Negev et du nord du pays. Cette fois-ci, des associations de défense des Arabes israéliens ont manifesté place Rabin à Tel Aviv, lieu hautement symbolique, vous le savez, en matière de politique israélienne. Une première en Israël. Les explications tout de suite. C'est une première en Israël. Environ 2000 Arabes israéliens se sont rassemblés place Rabin pour protester contre la politique du gouvernement israélien en matière de logement. Les manifestants, affublés de drapeaux palestiniens, ont protesté au son du slogan « Une campagne pour nos maisons ». Israël souhaite démolir des maisons non autorisées construites dans des villes arabes. Une décision qui a entraîné une grève générale. Dans les localités arabes du nord d'Israël, les institutions publiques, les établissements scolaires, les banques et la grande majorité des magasins n'ont pas ouvert de la journée le jour de la manifestation. Une grève considérée comme une réponse aux propos controversés du Premier ministre Binyamin Netanyahou lors des élections législatives. Les autorités israéliennes ont récemment détruit plusieurs maisons et fait évacuer des dizaines d'autres. De leur côté, les associations de défense des Arabes israéliens affirment que des dizaines de milliers de maisons sont aujourd'hui sous le coup d'un ordre de démolition. La communauté arabe israélienne, qui représente 20% de la population, s'estime victime de discrimination, obligée de construire sans permis à cause de sésames administratifs qui ne viennent jamais. Nous voulons, nous, la liste arabe unifiée, en tant que représentants du secteur arabe, que le sujet soit abordé par le gouvernement. Ils doivent comprendre que si la politique de démolition des maisons continue, la rue arabe est susceptible de s'enflammer. Si l'État israélien reconnaît un manque de logement général dans le pays, dû notamment à la flambée des prix, les associations de défense des Arabes israéliens parlent-elles d'entrave à la construction de maisons dans les localités arabes? Le rassemblement Place Rabin, cœur politique de Tel Aviv, également soutenu par la liste arabe unie formée à l'occasion des dernières législatives, est un véritable symbole inédit en Israël. Alors, Lise Barenbaum, pourquoi la population arabe estime-t-elle qu'elle est finalement discriminée au niveau du logement ?
Alors, elle pense ça parce que la communauté arabe israélienne représente presque 20% de la population totale et en 2014, seulement 4,6% de nouveaux logements ont été construits pour ces communautés. Et en fait, si on suit le rythme de naissance démographique de cette population, il faudrait construire 18 000 nouvelles maisons par an. Et vous pensez que c'est une situation qui pourrait dégénérer? Alors en tout cas, selon le président du conseil régional des villages non reconnus du Negev, qui s'appelle Atia Al-Atsam, si le gouvernement israélien persiste dans ces objectifs-là, eh bien le Negev pourrait devenir une zone de conflit. En tous les cas, cette manifestation arrive à un moment où tout Israël est concerné par le problème du logement. Oui, effectivement, la crise du logement qui a été un des thèmes principaux de la campagne des dernières législatives. En Israël, entre 2008 et 2013, les prix de l'immobilier ont bondi de 55%, donc il y a une hausse de la demande énorme et l'offre ne suit plus. Et en plus, Israël est un pays où pour avoir un permis de construire, il faut parfois attendre jusqu'à 12 ans. Oui, alors on peut se demander si c'est encourageant, ce genre de rassemblement. Pour une fois, les Arabes israéliens mettent en avant des revendications sociales qui sont les mêmes que celles des Juifs israéliens, c'est-à-dire le droit au logement. Pour une fois, Maurice Ifergan, tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord et c'est très encourageant. Vous savez, au cours de la campagne électorale, on avait dit que les responsables arabes israéliens, finalement, ne représentaient pas leur électorat, ne s'intéressaient pas aux questions économiques et sociales qui concernent leur électorat pour se centrer uniquement sur la question israélo-palestinienne. Or, il apparaît maintenant, quelques mois après ces élections, que les dirigeants de ce secteur ont compris le message et s'intéressent maintenant à ce qui touche au plus près leur électorat, c'est-à-dire le logement et l'emploi. D'ailleurs, Sarah, vous avez des témoignages sur cette manifestation et notamment sur les nombreux drapeaux palestiniens qui ont été brandis. Alors exactement, c'est pour ça que moi j'ai un peu du mal à considérer cette manifestation comme un progrès et comme un signe d'intégration des Arabes israéliens dans le pays. Pourquoi au lieu de se concentrer sur des revendications sociales, des passants ont remarqué qu'il y avait des drapeaux palestiniens, voire des drapeaux du Hamas qui ont été brandis pendant cette manifestation. Les manifestants ne sont pas focalisés sur leurs revendications sociales. Ils ont appelé à faire revivre la Palestine en disant qu'ils seraient prêts à faire couler du sang. Donc c'est un petit peu débordé. Ça a débordé. Voilà. Maurice, en tout cas, c'est la première fois que les Arabes israéliens manifestent au centre de Tel Aviv et plus particulièrement sur la fameuse place Rabin. Oui, c'est historique. C'est la première fois, effectivement, qu'une revendication politique arabe-israélienne a lieu au sein de la métropole israélienne. Pour moi, c'est un signe encourageant. C'est la reconnaissance, finalement, de leur appartenance à l'État d'Israël. Et ils utilisent les symboles israéliens de la politique israélienne, c'est-à-dire des rassemblements sur la place Rabin qui a accueilli la droite comme la gauche au cours des dernières élections. Mais vous l'avez dit dans le reportage Lise Barenbaum, ils construisent donc sans permis. Est-ce que c'est défendable, ça, Maurice Ifergan? Écoutez, ils ont des problèmes, notamment dans la répartition, par exemple, des terres domaniales. On sait que la répartition entre les municipalités juives et arabes des terres n'est pas du tout égale, elle est même disproportionnée. Deuxièmement, on les empêche de construire en hauteur dans leur village. Alors, ils n'ont pas d'autre choix que de construire illégalement en grattant, en grignotant peu à peu. Alors, bien sûr, c'est illégal, mais la pression démographique est telle qu'à un moment donné, une famille ne peut plus vivre dans une vieille maison à un étage. Ils ont besoin de construire. Allez, on va passer à un tout autre sujet. Israël est le nouvel Eldorado des séries télé. Depuis quelques années, les fictions israéliennes sont vendues dans le monde entier. Elles sont ensuite adaptées sur les plus grandes chaînes de télévision et deviennent des succès critiques et publics. Qui ne connaît pas la série Homeland, In Treatment ou encore Hostage? Toutes ces fictions que vous croyez américaines ont été conceptualisées ici même en Israël. Le marché local est pourtant très restreint, mais les scénaristes israéliens n'ont pas peur d'aller frapper aux portes hollywoodiennes. Regardez. Israël n'est pas que la Start-up Nation. Son industrie du divertissement se porte à merveille. Malgré les limites du marché local, les fictions Made in Israël s'exportent partout. La production israélienne se concentre sur des formats de séries télévisées facilement adaptables à l'étranger, plutôt que de produire des fictions coûteuses. Israël parie donc sur les idées et les concepts qui peuvent impressionner les diffuseurs du monde entier. Selon le magazine américain Forbes, Israël est devenu la 3e plus grande source du contenu de la télévision américaine après la Grande-Bretagne et la Hollande. 3 entreprises dominent dans ce domaine, Keshet Media Group, Dori Media et Armoza Format. Ces groupes ont vendu à eux seuls plus de 100 concepts en dehors d'Israël, y compris en France, au Brésil et même dans les pays musulmans comme l'Indonésie. Le succès le plus ancien, c'est la série Betty Pool, créée par Haggai Levy. Elle raconte la psychothérapie de patients tout au long d'une semaine.
Un concept ambitieux, adapté aux États-Unis sur la chaîne HBO sous le titre Dean Treatment. La version US a même remporté de nombreux prix, dont un Emmy Award en 2008 et un Golden Globe en 2009. Plus récemment, la série Khatoufim, prisonniers de guerre, qui raconte le retour de soldats israéliens capturés pendant des années par des terroristes palestiniens, a été remaniée par la télévision américaine. C'est la chaîne Showtime qui a racheté le format au créateur israélien Gideon Raff. Une adaptation qui est devenue la série au succès mondial Homeland. Avec de nombreux prix aux États-Unis, chaque épisode réunit en moyenne 1 600 000 téléspectateurs. Une réussite qui fait la fierté du showrunner américain qui a adapté la série. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va me couper la parole, mais c'est la nuit la plus importante de ma carrière. Aujourd'hui, c'est la fiction Faouda qui déchaîne les passions en Israël. Un programme qui décrit l'unité de l'armée israélienne chargée d'infiltrer les territoires palestiniens. Créée par d'anciens soldats de cette brigade, la série dévoile une réalité que le grand public ne connaît parfois pas. Nous avons apporté les histoires nous-mêmes. J'étais dans les forces spéciales de Tsahal quand j'étais plus jeune. J'ai participé à ce genre de situation quand j'étais à l'armée. Avi vit dans les territoires. Lui aussi a apporté son expérience à notre série. C'est cette combinaison qui l'a rendu si crédible parce que nous avons mélangé nos vies. Les formats israéliens, si israéliens soient-ils, trouvent en tout cas un excellent accueil à l'étranger. Alors on vient de le voir, hein, les séries israéliennes et les succès d'ailleurs sont nombreux. Pourtant on est loin d'une industrie comme aux États-Unis, Lise Barenbaum. Pourquoi ? Alors, on ne construit pas des saisons, par exemple, avec 24 épisodes comme aux États-Unis. En Israël, c'est seulement 11 ou 12. Donc, les scénaristes israéliens ont eu l'idée de se concentrer sur des concepts chocs et forts qui sont faciles à adapter à l'étranger. Par exemple, la série Hostages, qui a été adaptée par CBS, raconte le dilemme d'une mère de famille qui doit commettre un crime pour sauver les siens. Ça pourrait se passer dans n'importe quelle société. En tout cas, on l'a vu, Israël exporte beaucoup. Vous pensez que les petits Israéliens vont voler la vedette au grand Hollywood ? Je ne pense pas, mais en tout cas, depuis 2007-2008, quand il y a eu la grève des scénaristes américains, c'est là que les États-Unis ont commencé à regarder ailleurs. Et d'ailleurs, le créateur de Homeland, Gideon Raff, la série s'appelle Khatoufim en Israël, a vendu son idée aux États-Unis avant même de commencer le tournage en Israël. Ça raconte un prisonnier de guerre qui revient après avoir été capturé pendant des années. Et dans le contexte post-11 septembre, ça ne pouvait que fonctionner aux États-Unis. Bon, à signaler quand même le dernier carton en date, c'est une série qui s'appelle Faouda. Et on parle d'une unité de l'armée israélienne qui est infiltrée dans les territoires palestiniens. Oui, c'est l'unité des Mista Aravim. Ce sont des soldats de Tsahal qui se déguisent en arabes pour mener des opérations militaires dans les territoires. Alors l'expression vient de cette unité qui existe réellement. Et le mot Faouda, le titre de la série, ça signifie chaos en arabe. C'est aussi le mot qui est utilisé par ces soldats comme nom de code quand ils sont démasqués et qu'ils doivent disparaître très rapidement. Mais une série avec un nom comme ça, arabe, c'est provocateur en Israël, non ? Oui, d'autant plus que les terroristes palestiniens sont présentés comme des êtres humains. Ils sont dans leur contexte familial, ils ont des amis. Et aujourd'hui, pourtant en Israël, il n'y a pas vraiment de détracteurs. C'est même une série que les scénaristes souhaitent exporter aux États-Unis très rapidement. Maurice, c'est bon ça pour l'image d'Israël ? Écoutez, c'est bon. Vous savez, la fiction israélienne joue sur une carte, celle de l'identité diverse. On a vu dans le reportage un réserviste dans l'armée israélienne et un arabe israélien qui ont partagé leur expérience de la vie en Israël pour créer une série. Je veux dire, c'est cette identité à plusieurs faces qui est peut-être locale, mais qui s'exporte parfaitement, qui explique en partie le succès. Il y a aussi le fait qu'on fait ici des séries qu'on appelle low cost, avec un art du storytelling, un art de l'écriture et de raconter une histoire qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors justement, Sarah, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces séries comme ça, israéliennes, qui font le tour du monde ? Vous pensez que ça donne une bonne image d'Israël ? Alors, je pense que c'est un atout pour Israël, puisque ces séries, comme on l'a vu, n'occultent absolument pas les questions sensibles, le conflit, les clivages entre arabes et juifs au sein de la société israélienne, les missions secrètes de Tsahal, mais les évoquent par le biais de personnages qui sont complexes, qui sont attachants, qui sont aussi des pères de famille, des voisins, des amis. Et donc, ça donne au public une toute autre vision, peut-être moins manichéenne, des questions qui attirent d'habitude beaucoup de critiques. Alors Lise, on va passer tout de suite à cette semaine en bref et on va revenir sur le spectacle de Juliette Gréco à Tel Aviv. Ça va se passer le 4 mai prochain. Oui, celle qu'on surnomme la jolie môme à 88 ans ne s'est pas laissée impressionner par le BDS. Le BDS qui est une campagne internationale qui vise à boycotter Israël. Eh bien, elle va quand même venir en Israël. Elle n'a pas froid aux yeux. Écoutez-la. Je vais partout. Je suis allé au Chili. Je suis allé sous Pinochet. Je suis allé en Espagne sous Franco. Je suis plus pour le terrain.
Je suis plus pour... C'est difficile et dangereux, mais je suis faite comme ça, je n'y peux rien. Je veux parler avec les gens. Je veux parler. Je veux comprendre. C'est ma seule raison. Et là, en Israël, c'est aussi une question de mémoire, de devoir de mémoire, comme ils disent. Alors, elle parle d'Israël avec beaucoup d'émotion. Sarah, une réaction peut-être? Alors écoutez, au niveau du BDS qui justement met la pression sur tous ces artistes pour qu'ils ne viennent pas en Israël, moi je doute de l'efficacité de la stratégie de ce mouvement. Pourquoi? C'est un mouvement qui veut bloquer toute forme de coopération, toute forme de dialogue. Je pense notamment à l'entreprise israélienne SodaStream qui, en fermant son usine dans les territoires palestiniens, a mis sur le carreau des centaines d'ouvriers palestiniens. Et ça ne peut pas avoir des résultats positifs sur le long terme. Merci beaucoup Sarah, Lise et Maurice de votre présence aujourd'hui. Israel Insight, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Sarah de votre participation aujourd'hui. On se retrouve très vite. Restez avec nous. L'info, c'est maintenant et c'est évidemment sur i24 News.